Imagine un instant que tu regardes par une fenêtre et que tu vois quelque chose que personne n'a observé de ses propres yeux depuis plus d'un demi-siècle. Aucun live stream, aucun message radio, aucun contact avec la Terre, seulement le silence, l'espace noir et la face cachée de la Lune juste devant toi. C'est précisément là qu'a commencé l'un des moments les plus étonnants de l'exploration spatiale moderne. Et avant de continuer, si ce genre d'histoire sur l'espace te fascine, reste absolument jusqu'à la fin, car ce que l'équipage affirme avoir vu là-bas remet en question bien plus de choses qu'on ne l'imagine au premier abord. Écris-moi aussi en commentaire ce que toi, à leur place, tu aurais cherché en premier à travers le hublot. Voici un nouveau regard sur ce qui se passe actuellement dans l'espace. Artemis 2 a quitté la zone où la gravité de la Lune dépasse celle de la Terre. Peu avant cela, la mission avait déjà vécu un autre moment extraordinaire. À l'écran apparaissent maintenant les premières images de la face cachée de la Lune. Le 6 avril 2026, 4 astronautes ont survolé la face de la Lune opposée à la Terre. Ils étaient les premiers humains depuis les missions Apollo, il y a plus de 53 ans, à atteindre cette région. À l'instant même où la masse gigantesque de la Lune s'est interposée entre eux et la Terre, toute communication a été coupée. Au centre de contrôle, les écrans se sont figés. Pendant 40 minutes, aucun signal, aucune donnée satellite, aucun instrument pour les suivre. L'équipage était complètement seul dans le silence de l'espace, observant la Lune uniquement avec leurs propres yeux, comme personne ne l'avait fait depuis 50 ans. Et c'est précisément dans ce silence qu'ils se sont tournés vers les hublots et ont vu quelque chose qui pourrait bouleverser des idées fondamentales de l'astronomie moderne. L'humanité n'avait pas observé la Lune d'aussi près depuis 53 ans. À 18h35, heure de la côte Est, la capsule Orion, baptisée Integrity, a décollé depuis le pas de tir 39B du centre spatial Kennedy. À bord se trouvait le commandant Reed Wiseman, le pilote Victor Glover, la spécialiste de mission Christina Koch et Jeremy Hansen de l'Agence spatiale canadienne. C'était le premier vol habité en direction de la Lune depuis Apollo 17 en décembre 1972, un intervalle de 53 ans. Cela peut sembler n'être qu'un simple chiffre historique, mais il cache quelque chose de plus vaste. Pendant plus de 5 décennies, toute notre compréhension scientifique de la surface lunaire, paysages, minéraux, couleurs et structures, provenait presque exclusivement de machines en orbite. Le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, lancé en 2009, a cartographié l'intégralité de la surface lunaire en haute résolution. Les missions Chang'e de la Chine et Kaguya du Japon ont fourni des données supplémentaires sur la composition chimique en analysant la lumière réfléchie. Ces systèmes ont fonctionné en continu, envoyant d'énormes quantités de données vers la Terre et permettant des cartes d'un niveau de détail autrefois inimaginable. Et pourtant, tous ces systèmes partagent une même limite. Ils sont conçus à l'avance. Ils ne captent que les longueurs d'onde pour lesquelles ils ont été programmés. Ils traitent leurs signaux à l'aide d'algorithmes basés sur ce que l'on s'attend déjà à voir. De plus, ils observent la Lune depuis des altitudes et des angles fixes. Ils ne peuvent pas réagir spontanément à des conditions lumineuses changeantes si un moment évolue différemment de ce qui était prévu. L'œil humain fonctionne autrement. Il n'est pas limité à des plages fixes et s'adapte en temps réel aux variations de lumière. Il peut percevoir des différences subtiles de couleurs même dans des conditions de faible luminosité, là où de nombreux capteurs numériques atteignent leurs limites, notamment lorsque la lumière du soleil arrive de manière rasante et crée de longues ombres marquées. C'est exactement dans ces conditions qu'Orion se trouvait le 6 avril au-dessus de la face cachée de la Lune. Artemis 2 n'était pas une mission d'exploration classique. Aucun alunissage n'était prévu. Le vaisseau suivait une trajectoire dite de retour libre, une trajectoire façonnée par la gravité permettant de contourner la Lune et de revenir vers la Terre sans nécessiter beaucoup de carburant supplémentaire. Mais c'est précisément cette trajectoire qui a rendu quelque chose d'unique possible. Pendant une période de 7 heures sur la face cachée, à environ 115 km d'altitude, l'équipage a eu une vue directe d'une région qu'aucun humain n'avait observée depuis plus de 50 ans. Il n'y avait aucun point de comparaison, aucune référence, seulement cette perspective et cet instant. À 13h57 le 6 avril, Jeremy Hansen a lu une valeur sur le panneau de contrôle. 252 756 miles de la Terre. Artemis 2 dépassait ainsi officiellement la plus grande distance jamais atteinte par un être humain. Le précédent record appartenait à Apollo 13 en avril 1970 avec 248 655 miles. Mais il y a ici une différence essentielle, souvent ignorée.
Apollo 13 a atteint cette distance lors d'une crise mettant la vie de l'équipage en danger. Après l'explosion d'un réservoir d'oxygène, les astronautes sont dû abandonner leur plan initial et utiliser le module lunaire comme canot de sauvetage. Chaque seconde était consacrée à la survie. Personne n'avait la possibilité d'observer calmement la Lune. Il n'existe aucune observation visuelle systématique de cette phase. Le chiffre d'Apollo 13 représente donc une distance, pas une observation. Artemis 2, en revanche, s'est déroulé dans des conditions contrôlées. Tous les systèmes fonctionnaient. L'équipage avait une mission claire, observer, documenter, comparer. Cette distance est donc devenue bien plus qu'un record. C'était la première fois que des humains se trouvaient aussi loin tout en étudiant activement la surface lunaire. Pourtant, même les données existantes sur la face cachée présentent leurs propres limites. Mais même les données satellites existantes sur la face cachée de la Lune ont leurs propres limites. Le Lunar Reconnaissance Orbiter évolue en moyenne à une altitude d'environ 50 km. Et ses caméras sont calibrées pour certaines conditions d'éclairage précises. La mission Chang'e 4 a fourni des données depuis un point fixe à la surface. Quant à Kaguya, sa mission s'est achevée dès 2009. Aucun de ces systèmes n'a collecté de données depuis la perspective d'Orion, à environ 115 km au-dessus de la surface, en mouvement latéral, sous une lumière solaire faible proche de l'horizon. Cela peut sembler être un détail mineur, mais ses conséquences sont considérables. Les ombres modifient entièrement la perception d'une surface. La texture, la rugosité et même les plus légères différences de couleur dans la poussière lunaire apparaissent tout autrement selon l'angle sous lequel la lumière arrive. Aucun satellite actuel n'est conçu pour observer la face cachée exactement dans ces conditions. Il n'existe donc aucun jeu de données direct correspondant précisément à cette perspective et à cette lumière. Et c'est ici que le véritable problème commence. Car les descriptions de l'équipage ne correspondaient pas à ce que montraient les données existantes, même en tenant compte des variations d'angle d'observation. Des couleurs qui n'existent sur aucune carte. Pendant les 7 heures passées au-dessus de la face cachée, l'équipage a suivi une liste de 35 objectifs définis à l'avance. Des bassins d'impact, des rebords de cratères et des régions géologiquement intéressantes. À chaque étape, ils observaient, prenaient des notes et réalisaient des images. Tout se déroulait comme prévu, jusqu'à ce que quelque chose change. Christina Koch a porté son attention sur le bord ouest de Mare Orientale, un immense bassin d'impact d'environ 930 km de diamètre. Elle a remarqué que les matériaux éjectés le long du rebord semblaient presque argenté, plus net et plus lumineux que sur les images orbitales connues. Cela restait encore explicable, car une lumière rasante accentue fortement les contrastes, mais elle a également signalé de fines variations de couleurs le long de cette bordure, des nuances qu'aucune caméra haute résolution n'avait jusque-là réellement captées. Dans le journal de bord, il a ensuite été noté que Victor Glover avait dirigé son attention vers le bassin pôle sud Aitken, la plus grande structure d'impact connue sur la Lune, avec un diamètre d'environ 2500 km et des profondeurs atteignant 8 km. Son observation était remarquablement précise. Au fond du bassin, il a distingué une teinte faible, presque verdâtre, une coloration qui, sur la face visible de la Lune, n'avait encore jamais été clairement documentée de manière comparable. Glover n'était d'ailleurs pas le premier à suggérer quelque chose de ce genre. De plus anciennes images des missions Apollo avaient déjà laissé entrevoir de vagues indices de teintes inhabituelles dans cette région. Mais leur résolution, ainsi que les conditions de prise de vue de l'époque, n'avaient pas permis de le confirmer avec certitude. Plus tard, le Lunar Reconnaissance Orbiter a enregistré des signatures minérales irrégulières sur le fond du bassin. Pourtant, aucune de ces données ne permettait de reconstituer clairement ce que Glover décrivait à présent. Jeremy Hansen a ensuite guidé l'équipage vers les hauts plateaux de Von Karman, une ancienne région géologique située à l'intérieur du bassin pôle sud Aitken, la même où la mission chinoise Chang'e 4 s'était posée en 2019. Pendant qu'Orion passait au-dessus de cette zone, les 4 astronautes ont décrit indépendamment des motifs tourbillonnants dans des tons olive et vert pâle, se déployant à travers un régolithe par ailleurs gris et blanc. Et c'est précisément cela qui rendait l'observation si troublante. Cette région fait partie des zones les mieux étudiées de la face cachée de la Lune. Les données du rover Yutu-2 ainsi que celles du Lunar Reconnaissance Orbiter y existant en grande quantité, et pourtant, aucun de ces ensembles de données ne montrait des couleurs correspondant aux descriptions de l'équipage. Au centre de contrôle à Houston, ces déclarations étaient suivies en temps réel. La première réaction a été de comparer immédiatement les observations avec les cartes spectrales disponibles. Ces cartes montrent la composition chimique de la surface selon la manière dont les minéraux réfléchissent la lumière.
Elle constitue l'outil le plus important pour analyser la Lune à distance. Mais la comparaison n'a révélé aucune correspondance claire. Plusieurs explications étaient possibles. L'angle d'incidence de la lumière peut fortement modifier les couleurs perçues. L'œil humain est capable de détecter des différences subtiles que les capteurs ne saisissent pas forcément, et 4 personnes placées dans des conditions inhabituelles pourraient interpréter différemment ce qu'elles voient. Toutes ces explications sont en principe plausibles. Mais il y avait un problème. Les observations n'étaient ni aléatoires ni contradictoires. Les 4 astronautes décrivaient que les mêmes teintes tintaient, indépendamment les uns des autres et presque au même moment. En plus, ces différences n'apparaissaient que dans certaines régions précises. Dans les zones où les données satellites et les observations directes coïncidaient, aucune divergence n'a été signalée. Puis la liaison a été coupée. Pendant 40 minutes, aucun système n'a été capable d'enregistrer quoi que ce soit. Lorsque Orion est passé derrière la Lune, les antennes en bande S et en bande C ont perdu tout contact avec le Deep Space Network de la NASA, dont les stations sont situées à Goldstone en Californie, Madrid en Espagne et Canberra en Australie. La Lune, avec son diamètre de plus de 3400 km, bloquait intégralement chaque signal. Il n'existait aucune solution technique pour contourner cela. C'était une conséquence directe des lois de la physique. Durant ces 40 minutes, une chose est devenue évidente. Toute l'infrastructure scientifique de l'humanité était aveugle. Personne ne pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur de la capsule, ni ce qui se déroulait à la surface sous eux. Et pourtant, tout n'était pas aveugle. Le Lunar Reconnaissance Orbiter poursuivait sa trajectoire. Ses caméras continuaient de fonctionner. Ses capteurs recueillaient encore des données. En théorie, il existait donc toujours une source d'observation indépendante. Mais cette source observait autrement. L'orbiteur a été conçu pour cartographier la surface de façon systématique. Sa caméra principale travaille dans le visible et le proche infrarouge, et elle est optimisée pour un éclairage solaire direct. Les systèmes de traitement d'images ont été pensés pour lisser les différences dues aux variations d'éclairage, afin de rendre les cartes comparables quel que soit le moment de la prise de vue. C'est parfaitement logique pour une cartographie globale, mais c'est aussi là que se trouve sa limite. De faibles différences de couleurs dans des conditions lumineuses difficiles, exactement ce que l'équipage disait avoir vu, peuvent être éliminées au traitement comme de simples anomalies, au lieu d'être conservées comme des informations potentiellement importantes. Cela ne signifie pas que les données de l'orbiteur sont fausses. Elles sont correctes pour l'usage auquel elles ont été destinées. Mais cet usage ne correspond pas complètement à la situation exceptionnelle du 6 avril. Et pendant qu'Orion restait hors de portée radio, les écarts observés ne disparaissaient pas. Au contraire, ils devenaient plus nets, plus fréquents. Et cette fois, aucun système ne pouvait les confirmer indépendamment. Les jeux de données que nous possédons sur la Lune ont été produits dans des conditions où les systèmes fonctionnaient continuellement et restaient toujours reliés entre eux. Jamais auparavant, un humain ne s'était trouvé exactement à cet endroit, à cet instant précis, pour vérifier directement si 2 modes d'observation totalement différents concordaient réellement. C'était la première fois. Et les résultats ne correspondaient pas d'une manière qu'on pouvait expliquer simplement par l'éclairage ou par la perception. La question centrale s'en est trouvée déplacée. Il ne s'agissait plus seulement de savoir ce qui se passe sur la Lune. Il s'agissait désormais de se demander si les données sur lesquelles nous nous appuyons proviennent d'un système qui n'a jamais vraiment pu tester ses propres limites. Puis il s'est produit quelque chose qui a d'abord semblé être un simple hasard, avant de prendre rapidement une importance bien plus grande. Wiseman a été le premier à le voir. Un point lumineux unique sur la surface grise qui s'est allumé pendant une fraction de seconde avant de disparaître aussitôt. Avant même que quelqu'un puisse réagir, un second éclair est apparu près du bord d'un cratère. Hansen l'a signalé à voix haute. Glover a tenté d'estimer l'intensité lumineuse. Koch a noté l'heure et la position. Puis, pendant la période de silence radio, 2 autres impacts ont suivi. À cet instant précis, seuls les 4 astronautes étaient témoins de ce qui venait de se produire. Les caméras à haute vitesse embarquées à bord d'Orion ont également enregistré les événements. Au sol, la réaction initiale a été l'enthousiasme. Des observations directes d'impact sur la face cachée de la Lune, avec des témoins humains, n'avaient encore jamais eu lieu. C'était un ensemble de données absolument unique. Mais au cœur de cet enthousiasme, une question technique, cruciale est rapidement apparue. Le Lunar Reconnaissance Orbiter ne surveillait pas les impacts en temps réel. Il les détecte en comparant des images d'une même région prise à des moments différents. Sur la face visible, des centaines de nouveaux cratères ont ainsi été identifiés. En complément, des télescopes terrestres observent les impacts en enregistrant des éclairs lumineux sur la partie sombre de la Lune.
Mais la face cachée de la Lune n'est jamais visible depuis la Terre, et les prises de vue de l'orbiteur suivent un calendrier fixe, pas une surveillance continue. Durant l'heure où ces 4 impacts ont eu lieu, aucun survol planifié ne couvrait précisément ces régions. Ce n'était pas une erreur technique, c'était une question de probabilité. Et c'est là que réside la véritable implication. Notre système actuel de surveillance des impacts sur la face cachée dépend de l'orbite d'un seul satellite. Et cette orbite n'est pas suffisamment dense pour capturer de manière fiable des événements de courte durée dans des fenêtres temporelles étroites. Ces 4 impacts n'ont pas été manqués parce qu'ils étaient trop faibles ou trop petits. Ils ont été manqués parce qu'aucun instrument ne se trouvait au bon endroit au bon moment. Et cela conduit à une question inconfortable. Combien d'événements similaires ont eu lieu au fil des années sur la face cachée de la Lune sans jamais être enregistrés par aucun système ? Cette question n'est pas seulement théorique, elle concerne directement la fiabilité et la complétude des données sur lesquelles reposent les futures missions, y compris les missions habitées prévues dans le cadre d'Artemis 3, notamment près du pôle sud lunaire. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Le 6 avril à 20h35, le Soleil a disparu derrière le bord de la Lune, tel qu'il était visible depuis Orion. Pendant près d'une heure, l'équipage a assisté à une éclipse solaire totale, impossible à observer depuis la Terre. Un phénomène visible uniquement depuis leur position dans l'espace. Glover a décrit la couronne solaire, habituellement masquée par la lumière intense du Soleil, désormais visible comme un halo lumineux entourant le disque sombre de la Lune. Mais il y avait autre chose. Pendant la totalité, la surface lunaire, qui aurait dû être plongée dans l'obscurité totale sans lumière solaire directe, restait faiblement visible. Une seconde source de lumière apparaissait, la lumière terrestre. La lumière terrestre est produite lorsque la lumière du Soleil est réfléchie par les océans, les nuages et les continents de la Terre, puis renvoyée vers la Lune sur près de 400 000 km. Ce phénomène est connu et peut être observé depuis la Terre comme une faible lueur sur la partie sombre d'un croissant lunaire. Mais depuis la perspective d'Orion, durant une éclipse totale, l'effet était différent. L'équipage a décrit une lueur douce bleu-blanc se déposant sur le paysage de cratère. L'interaction entre cette lumière terrestre et la poussière lunaire révélait de subtiles variations de couleurs qui n'apparaissent dans aucune carte spectrale existante. Et cela a une importance technique majeure. La lumière terrestre est environ 10 000 fois plus faible que la lumière directe du Soleil. Les capteurs du Lunar Reconnaissance Orbiter sont optimisés pour une forte illumination solaire. Sous des conditions de lumière terrestre, le signal réfléchi se situe près du seuil minimal de détection de ces instruments. Cela signifie que ce type d'éclairage se trouve pratiquement en dehors de la plage pour laquelle nos systèmes actuels ont été conçus. Il n'existe aucun satellite combinant simultanément la bonne position, le bon moment et des capteurs adaptés à une lumière aussi faible. Et c'est précisément pour cela que ce phénomène n'apparaît dans aucun jeu de données existant. Les couleurs décrites précédemment, les reflets argentés, les teintes vertes et les motifs olives ont été observés sous une lumière solaire rasante. La lueur bleu-blanc, elle, est apparue sous la lumière terrestre pendant l'éclipse. 2 situations d'éclairage totalement différentes, qui, en théorie, ne devraient rien avoir en commun. Et pourtant, elles partagent un point essentiel. Elles n'existent dans aucun des ensembles de données sur lesquels nous nous appuyons depuis des décennies. Non pas parce qu'elles ne sont pas réelles, mais parce que nos instruments n'ont jamais été conçus pour les détecter. La carte de la Lune que nous utilisons aujourd'hui est une carte de ce que notre technologie peut mesurer. Elle n'est pas nécessairement une représentation complète de ce qui existe réellement. Après le retour d'Orion et les examens médicaux de l'équipage, les scientifiques du Johnson Space Center et du Goddard Space Flight Center ont entamé une analyse détaillée. Chaque description de couleur a été comparée aux données spectrales existantes. Chaque position a été vérifiée à l'aide de cartes géologiques. Et dans certains cas, quelque chose est apparu. Des signaux extrêmement faibles dans des jeux de données plus anciens. Irréguliers, incohérents, souvent rejetés comme du bruit de fond. Non pas parce qu'ils n'étaient pas liés à là, mais parce qu'ils ne correspondaient pas aux modèles existants. Ces modèles reposent sur des données antérieures. Ces données ont été traitées avec des filtres fondés sur des hypothèses encore plus anciennes. Et ainsi se crée un cycle. Les données façonnent les modèles. Les modèles déterminent quelles nouvelles données sont considérées comme valides. Et le processus se répète. Avec le temps, le système devient de plus en plus cohérent avec lui-même.
mais pas nécessairement plus fidèle à la réalité. Sur Terre, ce cycle est constamment remis en question, par des expériences, par des échantillons, par des méthodes de mesure indépendantes. Mais sur la Lune, cette possibilité a manqué pendant plus de 50 ans. Il n'y avait aucune comparaison directe, aucune observation humaine indépendante depuis cette perspective. Toute notre connaissance de la surface lunaire s'est construite à l'intérieur d'un système qui ne pouvait pas tester directement ses propres limites. Et c'est précisément ce qui rend ce moment si important. Car pour la première fois depuis plus de 50 ans, une référence indépendante existe à nouveau. 4 êtres humains qui ont vu directement ce qui se trouvait sous eux. Les impacts n'ont pas été manqués parce qu'ils étaient insignifiants. Les couleurs inhabituelles ne sont pas absentes parce qu'elles n'existent pas. Et la lumière terrestre n'a pas été ignorée parce qu'elle serait sans importance. Tous ces phénomènes se situent simplement en dehors du domaine pour lequel nos instruments ont été conçus. Cela ne signifie pas que nos données sont fausses, mais cela signifie qu'elles pourraient être incomplètes. Et c'est ici que la perspective change. Artemis 2 n'a pas révélé que la Lune cache des secrets. La mission a révélé autre chose. Elle a montré que notre vision de la Lune repose sur un système qui, pendant des décennies, n'a jamais pu être vérifié directement depuis l'extérieur. Et maintenant, pour la première fois, il existe une seconde forme d'observation. Et ces deux formes ne correspondent pas parfaitement. Pas de manière aléatoire, pas de façon isolée, mais de manière répétée, spécifique et cohérente. Ce n'est pas une réponse définitive, mais c'est peut-être l'indice le plus clair que nous n'avons pas encore pleinement compris ce qui se trouve juste devant nous. Et c'est précisément ce qui rend ce moment si exceptionnel. Si tu es resté jusqu'ici, alors tu ne viens pas seulement d'entendre une histoire, mais d'avoir un aperçu rare d'un moment où notre compréhension commence à évoluer. Et maintenant, ton avis m'intéresse. Allons encore un peu plus loin. Car si ce qu'Artemis 2 a déclenché est réellement plus qu'un simple moment d'observation inhabituel, alors une question très concrète se pose. Que se passe-t-il ensuite? La réponse la plus évidente serait que les futures missions se concentrent précisément sur ces lacunes. Et c'est ici qu'intervient Artemis 3. Contrairement à Artemis 2, cette mission doit amener des humains directement à la surface de la Lune, très probablement à proximité du pôle Sud, exactement dans la région où certaines des observations les plus inhabituelles ont été faites. Mais un simple atterrissage ne suffira pas. Si les systèmes actuels ont manqué certains signaux, cela signifie que les instruments du futur devront être conçus différemment. Les capteurs devront être plus sensibles à la faible luminosité. Les caméras devront être capables de restituer des conditions d'éclairage dynamiques sans tout uniformiser. Et peut-être encore plus important, l'analyse des données devra être plus ouverte. Au lieu de chercher uniquement ce que l'on s'attend déjà à trouver, il faudra chercher activement les anomalies. C'est un changement fondamental. Jusqu'à présent, l'exploration spatiale consistait souvent à répondre avec plus de précision à des questions déjà connues. Désormais, il pourrait s'agir d'apprendre à poser les bonnes questions dès le départ. Une approche possible serait de développer des orbiteurs spécialement conçus pour observer des conditions jusqu'ici négligées. Des angles solaires très bas, une lumière extrêmement faible, ou encore les phases de transition entre le jour et la nuit lunaire. Même des observations ciblées pendant des éclipses totales depuis une position adaptée pourraient devenir essentielles. On pourrait aussi envisager l'utilisation de plusieurs satellites travaillant simultanément, permettant une surveillance continue de la face cachée. Cela rendrait la détection d'événements brefs, comme les impacts, bien plus fiable. Et puis, il y a le rôle de l'humain lui-même. Ce qu'Artemis 2 a montré, ce n'est pas que les machines échouent, c'est que la perception humaine peut compléter ce que les machines ne captent pas. Les astronautes peuvent réagir spontanément. Ils peuvent remarquer des détails qui échappent à des systèmes programmés, et ils peuvent prendre des décisions en temps réel, sans dépendre d'un algorithme qui définit à l'avance ce qui est important. Peut-être que l'avenir se trouve justement dans cette combinaison. Des machines qui mesurent, des humains qui interprètent. Mais cela amène une autre question. Que se passera-t-il si de futures missions confirment que ces observations sont reproductibles? Si l'on découvre que certaines couleurs apparaissent réellement dans des conditions spécifiques, que les impacts sont plus fréquents qu'on ne le pensait, que la lumière terrestre produit des effets qui n'ont jamais été étudiés de manière systématique, alors une partie de notre compréhension actuelle devra être ajustée, pas rejetée entièrement, mais élargie, et c'est exactement le cœur de la science. Non pas que tout ce que nous savons est faux, mais que ce n'est jamais complet. Artemis 2 n'a pas prouvé qu'il existe quelque chose de caché sur la Lune, mais la mission a montré que même un astre que nous observons depuis des siècles peut encore révéler des perspectives que nous n'avons jamais adoptées. Et c'est peut-être là le point le plus important de toute cette histoire. Il ne s'agit pas seulement de la Lune. Il s'agit de la manière dont nous observons, de la façon dont nous mesurons, et de la manière dont nous décidons ce qui constitue la réalité.
car chaque instrument, chaque modèle, chaque carte n'est finalement qu'un extrait, une interprétation, une approximation. Et parfois, il suffit simplement que quelqu'un regarde par une fenêtre à un moment précis pour se rendre compte qu'il y a encore plus à voir. Si tu veux, on peut maintenant examiner quelles technologies concrètes sont déjà en développement pour mieux capter ce type d'observation à l'avenir.